Salut à tous et à toutes, vendredi 8 mai 2026, dernier numéro de ce grand journal pour cette semaine. Bienvenue dans le grand journal, l'édition phare de Swag Radio, une plongée au cœur de l'actualité mondiale avec rigueur, clarté et engagement. Swag Radio, énergie, le flow et l'attitude. Depuis les studios de Swag Radio pour présenter le grand journal, Ehrlich Dorelas, dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Alexa, Open Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24 heures sur 24. Tout de suite, voici les infos. Le 8 mai, l'Iran a déclaré que les États-Unis avaient violé le cessez-le-feu en attaquant deux navires iraniens près du détroit d'Ormuz et lançant des frappes aériennes sur des zones civiles dans la province méridionale d'Hormozgan ainsi que sur l'île de Qeshm. Le récit est signé CGTN News dans ce grand journal. Téhéran a annoncé avoir riposté par des frappes de missiles et de drones contre des destroyers américains près du détroit d'Ormuz, leur causant des dégâts importants et les contraignant à battre en retraite. Dans une lettre adressée à l'ONU, le ministre iranien des Affaires étrangères, Seyed Abbas Araqchi, déclare que le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz ne reviendra à la normale que lorsque la guerre aura pris fin définitivement et que le blocus naval et les sanctions de Washington contre l'Iran auront été levées. L'Iran affirme également qu'un projet de résolution du Conseil de sécurité présenté par les États-Unis et Bahreïn est imparfait et motivé par des considérations politiques. Téhéran estime que cette résolution a été rédigée sous le prétexte de la liberté de navigation afin de faire avancer l'agenda politique des États-Unis et de légitimer des actions illégales et qu'elle ne résout pas la crise. Je tiens à le réaffirmer clairement. L'Iran reste tout à fait disposé à rétablir la circulation maritime normale et à garantir la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz, à condition que la guerre prenne fin définitivement et que le blocus illégal soit levé. L'accord entre l'Union européenne et les États-Unis. Trump impose une mise en œuvre d'ici le 4 juillet sous peine de hausse des tarifs. Le président américain a lancé un ultimatum à l'Union européenne pour la mise en œuvre complète de l'accord commercial conclu avec les États-Unis, menaçant le cas échéant d'une forte hausse des droits de douane. Le reportage est signé Euronews dans ce grand journal. Face à ce qu'il considère comme une lenteur de Bruxelles, Donald Trump perd patience et menace l'UE. Si l'accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne n'est pas appliqué d'ici le 4 juillet, les 27 se verront immédiatement appliquer des droits de douane beaucoup plus élevés. C'est ce qu'a annoncé le président américain jeudi après son entretien téléphonique avec Ursula von der Leyen. La semaine dernière déjà, le locataire de la Maison-Blanche avait déclaré vouloir monter de 25% les droits de douane sur les voitures et les camions venant de pays de l'UE. Il y a quelques mois, l'accord commercial de Turnberry a été conclu entre Washington et Bruxelles. Ce texte prévoit que les États-Unis limitent leurs droits de douane sur les biens européens à 15% et qu'en contrepartie, l'UE ne taxe plus les importations américaines. Depuis, Washington s'impatiente. Le Parlement européen a approuvé cet accord en mars. Mais comme le prévoient les procédures internes, il faut encore attendre des négociations entre États membres pour qu'il soit enfin appliqué. Une nouvelle séance de discussion avec les eurodéputés est prévue le 19 mai. La tension continue de monter au Moyen-Orient. Le président américain Donald Trump a menacé l'Iran de représailles violentes si Téhéran ne signait pas rapidement un accord destiné à réduire les tensions dans la région. Cette déclaration intervient après les attaques visant plusieurs navires militaires américains dans le détroit stratégique d'Ormuz, une zone cruciale pour le commerce mondial de pétrole. Écoutons les détails sur BFM TV dans ce grand journal. Les Iraniens ont toujours dénoncé cette posture américaine qui consiste en gros à leur mettre un pistolet sur la tempe pour dire « je cogne d'abord, je discute ensuite ». Maintenant, ils sont entrés dans cette négociation et depuis le début, depuis que la médiation pakistanaise s'est mise en place, il y a des négociations indirectes qui se déroulent entre Américains et Iraniens. La difficulté, c'est qu'effectivement, lorsqu'un cessez-le-feu est rompu, comme c'est le cas effectivement depuis hier soir, c'est comment on fait pour rester dans la négociation sans donner l'impression, effectivement, de perdre la face et de se faire humilier. Et ça, c'est politiquement plus difficile à reconstruire. Mais
Quand vous entendez Abbas Araghchi, le chef de la diplomatie iranienne, dire pas plus tard qu'avant-hier que les Iraniens ont intérêt à rester dans la négociation, dans le chemin du dialogue, dans celui d'une reconstruction de coopération régionale, en profitant du fait que les alliés du Golfe sont aujourd'hui quand même plus incertains de la fiabilité de Donald Trump qu'avant la guerre, eh bien, il y a intérêt à rester dans la négociation pour faire monter le prix des enchères, pour montrer qu'on a encore du pouvoir de nuisance. Et c'est pour cela que, pour l'instant, personne ne dit « on s'en va, on claque la porte et on ne se parle plus ». Parlons de l'hantavirus. Malgré le décès de plusieurs touristes sur un bateau de croisière, l'Organisation mondiale de la santé OMS se veut rassurante. Le risque de pandémie mondiale d'hantavirus est jugé minime. L'organisation souligne également la bonne coopération de l'Argentine et des États-Unis, pourtant officiellement retirés de l'OMS depuis mars. Les explications de Yasmine Kayat de Radio-Canada dans ce grand journal. Yasmine, on en sait davantage sur le couple de Néerlandais qui ont été les premiers malades là, à bord du navire. Donc, ils avaient sillonné l'Argentine. Effectivement, Céline. Ils sont arrivés en Argentine le 27 novembre 2025. Ils ont séjourné là-bas pendant 4 mois. Ils ont sillonné plusieurs provinces, dont Neuquén, Mendoza, Misiones. Ils se sont par la suite rendus au Chili le 7 janvier 2026. Ils sont également partis en visite en Uruguay avant de partir en direction de Terre de Feu, donc la pointe sud de l'Argentine, pour justement embarquer à bord du navire le 1er avril. Et il faut savoir que quelques jours par la suite, eh bien, le voyageur néerlandais, appelons-le le patient 0 ou le cas 0, il a commencé à ressentir des symptômes le 6 avril. Il est décédé 5 jours plus tard, le 11 avril. Par la suite, eh bien, sa conjointe a également développé des symptômes de la maladie qu'on confondait à l'époque à cette date-là avec des symptômes d'une infection respiratoire. Donc le 24 avril, eh bien, elle débarque à l'île Sainte-Hélène. Et aujourd'hui, le croisiériste nous apprend également que lors de cette date, eh bien, 29 passagers de 12 nationalités différentes, eh bien, ils se sont tous arrêtés à Sainte-Hélène. Le voyage qui devait durer 35 jours à destination du Cap-Vert se prolonge. D'ici la fin de semaine, il devrait accoster aux îles Canaries. Les autorités sanitaires espagnoles précisent qu'il va y avoir une prise en charge sanitaire complète des personnes, des passagers à bord, un triage et par la suite, eh bien, ils pourront accoster. Mais Yasmine, il faut dire que l'OMS le répète, là, le risque pour le public, il est faible et qu'on est loin en fait d'un scénario comme celui qu'on a connu pendant la pandémie et qui inquiète tout le monde. Effectivement, Céline, parce que ce n'est pas un nouveau virus et deuxièmement, c'est une maladie qui est connue des autorités sanitaires. D'ailleurs, l'Organisation panaméricaine de la santé dresse un bilan chaque année. C'est un pendant ou un penchant de l'OMS dans cette région d'Amérique latine. On apprend donc que pendant l'année 2025, eh bien, il y a eu 66 cas déclarés en Argentine, 21 décès, ou encore la Bolivie, 48 cas et 11 décès au Panama. En Uruguay, on n'a pas enregistré de décès. Eh bien, la même organisation nous apprend quand même qu'il y a eu 10 cas déclarés par les autorités sanitaires canadiennes entre 2020 et 2023. Pour ce qui est des États-Unis, pour l'année 2024, eh bien, il y a eu 20 cas d'hantavirus avec 8 décès. Pour finir, Céline, l'OMS a tenu aujourd'hui à saluer la participation, la pleine collaboration de l'Argentine et des États-Unis, sachant que ces deux pays ont quitté l'Organisation mondiale de la santé officiellement au mois de mars. Très bien. Merci beaucoup, Yasmine, de ces précisions. Parlons de l'affaire Jeffrey Epstein. L'affaire de Jeffrey Epstein continue de susciter de nombreuses questions, même des années après son arrestation et sa mort. En prison, Philippe Vincent Foissy de TVA Nouvelles fait un zooming sur ce dossier dans ce grand journal. Juste pour qu'on parte un peu en arrière là, pour qu'on se souvienne les grandes dates de cette affaire-là. Parce qu'on parle de l'affaire Epstein depuis longtemps. Ça remonte à quand? Ça remonte au début, très longtemps, mais les premières fois dont on en entend vraiment parler, 2005, plainte contre Jeffrey Epstein. Okay? Ça s'en vient, ça, de Palm Beach. La police de Palm Beach, c'est une adolescente qui contacte la police, qui porte plainte. Il y a des négociations entre le procureur à l'époque, Jeffrey Epstein, les avocats, procureur fédéral de Miami. Finalement, on s'entend là, sur quelque chose de très avantageux pour M. Epstein. Donc, en 2008, plaide coupable, sollicitation de prostitution.
incitation des mineurs aussi, condamné à 18 mois de prison, n'en fait que 13. On dit très, très bonne conduite. 2010, dans les années 2010 et autres, il y a quelques poursuites civiles qui se règlent souvent à l'amiable, jusqu'en 2018, où le Miami Herald publie une enquête énorme sur M. Epstein, identifie 80 victimes qui disent que durant les années 2001 à 2006, elles auraient été agressées sexuellement. Et là, ça part. Enquête, arrestation, acte d'accusation, inculpation, s'en va en prison pour trafic sexuel, complot, trafic sexuel de mineurs aussi. Et donc, en 2019, il est retrouvé mort dans sa cellule. Les enquêteurs disent que c'est un suicide. 2020, l'année suivante, sa conjointe, Ghislaine Maxwell, qui était, elle, portée disparue depuis 2019, elle est arrêtée, elle aussi reconnue coupable de 5 chefs d'accusation de crimes sexuels, dont trafic de jeunes filles, condamnation à 20 ans de prison. Ce dossier-là, depuis des années dans la complosphère, faisait jaser. Au point où, en 2024, M. Trump s'est dit, regardez, pas le choix, je prends ce dossier-là, ça va salir Bill Clinton, qu'on savait déjà qu'il avait peut-être magouillé là-dedans. M. Trump dit, moi, je vais tout publier. La liste des clients, tout, let's go, on part là-dessus. Il faut pouvoir, c'est plus compliqué que ça. Les chambres, finalement, les 2 chambres du Congrès forcent le président, la DOJ, le Department of Justice, à publier ces documents. Et finalement, 30 janvier, on a réussi à avoir ces publications-là, de photos, de vidéos. On n'a toujours pas exactement la fameuse liste de clients que Pam Bondi, l'ancienne procureure, disait qu'elle avait, parce que finalement, ça n'existe plus. Mais vous comprenez que ça a été tout un dossier avec plusieurs ramifications. Et aujourd'hui, ça continue de faire du bruit aux États-Unis. Nous irons en Égypte dans ce grand journal. L'Égypte renforce son corridor de frais avec l'Italie alors que l'instabilité croissante dans le détroit d'Ormuz pousse de nombreux pays à rechercher des routes plus sûres reliant l'Europe, le Golfe et l'Afrique. Ce corridor est désormais considéré comme une alternative logistique essentielle au détroit d'Ormuz. Reportage CGTN News dans ce grand journal. Lancée en 2023, la ligne de transport par navire roulier, communément dénommée RoRo, relie essentiellement le port italien de Trieste au port égyptien de Damiette sur la mer Méditerranée. Elle a désormais été prolongée afin que les conteneurs soient ensuite transportés par voie terrestre à travers l'Égypte jusqu'au port de la mer Rouge, puis acheminés par le canal de Suez vers les États du Golfe. Cette route peu connue s'impose désormais comme une bouée de sauvetage potentielle alors que les perturbations au détroit d'Ormuz déstabilisent les économies mondiales. Cela réduit considérablement la durée du transport maritime entre l'Europe et le Golfe Persique, car il ne faut que 36 heures à un navire pour aller du canal de Suez au port de Djeddah en Arabie Saoudite, alors qu'il faut environ 12 jours pour le transporter via le détroit d'Ormuz. Cependant, le roulier ne peut pas remplacer entièrement le détroit d'Ormuz. L'inconvénient est que les conteneurs sont chargés et déchargés plusieurs fois au cours du voyage, sans compter les volumes limités qui peuvent être transportés par ce moyen. C'est un modèle économique qui démontre la capacité et les moyens de réduire les délais et les coûts d'expédition. Il pourrait être développé, mais cela nécessite des investissements substantiels, une organisation logistique importante et une coordination pour rendre cette route viable et économiquement viable pour le Conseil de coopération du Golfe. Il sera également relié à la nouvelle route MSC reliant l'Europe du Nord à l'Arabie Saoudite via les ports égyptiens, soutenant ainsi la volonté de l'Égypte de devenir une plaque tournante régionale du transport. Le projet RoRo est essentiel pour le commerce, en particulier celui du pétrole et des produits agricoles entre l'Égypte et l'Europe, car l'instabilité au Moyen-Orient a déstabilisé le commerce international. Il crée un canal permettant de garantir un approvisionnement constant. Même après la fin de la guerre, il restera une route principale pour multiplier les exportations vers et depuis l'Europe. Les transporteurs estiment que le recours aux navires rouliers pourrait également profiter au commerce africain. Cette route pourrait se ramifier en sous-corridor vers les pays africains, soit par voie terrestre, soit via la mer Rouge au niveau du détroit de Mandab. De là, de grands navires ou des navires de collecte pourraient transporter les conteneurs plus au sud en Afrique. Il est évident que les conflits récents ont poussé les nations à rechercher des routes commerciales multiples afin d'éviter les pénuries d'approvisionnement et les récessions économiques.
rechef pour la suite de ce grand journal sur Swag Radio avec Erlich Dorelas. Swag Radio on air avec du style. Écoutez Swag Radio 24 heures sur 24 sur Alexa. Alexa Open Swag Radio. Swag Radio, le son qui swag. Pour rester bien informé, c'est l'affaire de P-News. Info sans cassure, info à la vitesse de la lumière. P-News sur WhatsApp et sur Facebook. P-News, votre source numéro 1 en matière d'infos. Borders Café Créole, de Place to Be pour la bonne cuisine haïtienne au 299 Main Street Everett. Chiffrez le 617 294 1425. Borders Café Créole, Delicioso. Le Zoom, tous les dimanches, sur la chaîne UFR de Comcast à Boston, 1045 North Shore, avec des contributeurs et des médias partenaires, Swag Radio, P-News et Swag TV. C'est tous les dimanches à partir de 3h. Menace sur la célébration du 9 mai en Russie. Zelensky a une nouvelle fois montré à quel point il se détache de l'héritage de la Grande Guerre patriotique et de la mémoire des millions de personnes tombées face aux nazistes, d'après ce que la Russie a fait savoir. Écoutons les détails dans ce grand journal. Zelensky a clairement montré qu'il se fichait complètement de la mémoire des millions de personnes qui ont été tuées ou torturées pendant la Grande Guerre patriotique, ceux qui se sont sacrifiés pour libérer l'humanité de la peste brune. Il a clairement montré qu'il se moquait complètement de l'histoire de sa famille, de son grand-père. En fait, il l'a fait comprendre à tout le monde depuis longtemps. Il reste encore des gens qui refusent de comprendre. Parmi les personnes dont il se fiche, parce qu'il se fiche de l'histoire de son peuple, il y avait des Ukrainiens, des Russes, des Biélorusses, des Juifs, des Arméniens, des Azerbaïdjanais, des Géorgiens, des Kazakhs, des Kirghizes, des Moldaves, des Ouzbeks, des Tadjiks, des Turkmènes et bien d'autres représentants des différents peuples de l'ancienne Union soviétique. Dans ce régiment des immortels figure notamment son grand-père, le grand-père de Zelensky, un vétéran de la guerre, décoré de 2 ordres de l'Étoile rouge, cette même Étoile rouge que Zelensky, et toute cette bande de la rue Bankovaya tente d'éliminer, d'arracher des monuments et des mémoriaux non loin desquels son grand-père, Simeon Ivanovitch Zelensky, a combattu. Après avoir remporté les élections présidentielles ukrainiennes il y a 7 ans, Zelensky avait alors, devant les caméras, déposé des fleurs sur la tombe de son grand-père, un vétéran de la guerre, le 9 mai 2019, assurant, jurant et promettant solennellement que le jour de la victoire était une fête sacrée. Mais aujourd'hui, il bafoue ceux à qui il doit tout, et en premier lieu, la vie et la liberté. Nous irons à Rome, Rubio à Rome, l'opération déminage de Trump sur la scène internationale. Dans un contexte diplomatique particulièrement tendu, la visite du sénateur américain ou du secrétaire d'État américain, Marco Rubio à Rome ne relève pas du simple agenda institutionnel. Elle s'inscrit dans une stratégie plus large, orchestrée par le président Donald Trump, visant à rassurer les alliés européens et à réajuster les équilibres diplomatiques mis à mal ces derniers mois. Écoutons les détails sur BFM TV dans ce grand journal. Annalisa Capellini, Marco Rubio est à Rome. Hier, il a rencontré le pape. Aujourd'hui, il doit rencontrer Giorgia Meloni. Il faut apaiser les relations entre l'Italie et les États-Unis. Oui, c'était un peu le but de ces rencontres. Alors, apaiser les relations ou alors s'excuser à la place de Donald Trump. Dans la presse italienne, on dit que Marco Rubio est allé à Canossa. C'est une référence au voyage de l'empereur Henri IV qui avait dû aller s'excuser, s'humilier devant le pape pour obtenir son pardon. Là, c'est la même chose 1000 ans après, selon la presse italienne. C'est vrai qu'il y avait un côté très symbolique dans cette visite. Je ne sais pas si vous avez vu ce que le pape a offert à Marco Rubio. Une branche d'olivier, évidemment, c'est le symbole de la paix. C'est assez ironique en sachant que la raison de la mésentente entre le Vatican et la Maison-Blanche, c'est la guerre, puisque Donald Trump a violemment attaqué le pape qui a osé critiquer sa guerre contre l'Iran. Alors, ils en ont parlé du conflit. On ne sait pas comment ça s'est passé. On n'a pas beaucoup plus de précisions. Mais en tout cas, effectivement, le but de ce voyage, c'était bien celui d'un apaisement. Voyage qui a été organisé à l'initiative des États-Unis. C'est eux qui ont demandé. Est-ce qu'il faut y voir une sorte de taco, de recul de la part de Donald Trump? Peut-être, ou tout simplement, il faut regarder où va l'opinion américaine, puisque la popularité de Donald Trump auprès des catholiques a chuté de 10 points par rapport à 2024. Et 6 Américains sur 10 ont réagi de manière négative à la dernière attaque en date, quand Donald Trump a accusé le pape de cautionner le programme nucléaire iranien. Donc c'est un savant calcul politique de la part de Donald Trump. Il ne se désavoue pas vraiment, puisqu'il envoie Marco Rubio à sa place, et en même temps, il essaye de ménager son opinion publique.
Je crois que Marco Rubio, lui, de son côté, il a offert un ballon de foot en cristal. Oui, c'est ça, tout à fait. Vous voyez les cadeaux diplomatiques. Une autre ambiance. Il faut regarder aussi qui n'était pas là. C'est Marco Rubio qui y va, pas J.D. Vance. Oui, c'est assez étonnant parce que le vice-président est un catholique pratiquant. Il s'est converti il y a quelques années seulement. C'est lui qui avait été envoyé l'année dernière pour la dernière rencontre avec le pape François qui est mort quelques jours après. C'est lui qui avait rencontré le nouveau pape l'année dernière, toujours accompagné de Marco Rubio. Là, il a été écarté. Pourquoi ? Parce que le vice-président en ce moment est plutôt en rupture par rapport à l'administration de Donald Trump et surtout par rapport à Pete Hegseth, le secrétaire à la guerre, et parce que Marco Rubio, en parallèle, prend de plus en plus de place. Donc pour l'instant, pour le moment, il semble être le dauphin de choix de Donald Trump. C'est Marco Rubio aussi qui doit détendre les relations avec Giorgia Meloni. Oui, c'est une mission très importante parce que la présidente du Conseil italien a été une des plus fidèles alliées de Donald Trump en Europe, ou plutôt ancienne alliée, parce que elle aussi, elle a été attaquée par Donald Trump. Là aussi, Donald Trump semble reculer, semble réaliser en réalité que l'Italie est un allié assez précieux en Europe, tout simplement parce que c'est le dernier allié de taille qui lui reste. Ces derniers jours, on a vu un peu les rapports de force s'inverser. Quand Donald Trump a annoncé qu'il allait retirer au moins 5000 soldats d'Allemagne, et il a laissé entendre qu'il pourrait faire la même chose avec l'Italie, avec l'Espagne, Giorgia Meloni ne s'est pas décomposée, au contraire. Elle a affirmé que c'est l'occasion pour renforcer la sécurité européenne. Ça ne se serait peut-être pas passé comme ça il y a 6 ou 12 mois. Et surtout, à Rome, on commence à comprendre qu'on peut se servir de l'isolement croissant de l'administration Trump sur la scène internationale. C'est un haut responsable italien qui est cité par le Wall Street Journal qui le résume plutôt bien finalement. Il est dans l'intérêt géopolitique aussi des États-Unis d'avoir une présence militaire en Italie. Et peut-être que ça, Donald Trump commence à le comprendre aussi. Merci beaucoup Annalisa Capellini. Votre podcast international est sorti hier soir. On parle de quoi ? On a parlé des détroits. Oui, on parle beaucoup du détroit d'Ormuz et en même temps, il y a le détroit de Malacca, le détroit de Taïwan qui sont tout aussi chauds et très importants pour la géopolitique. Ça s'appelle comment ? L'Ordre du Monde avec Mathieu Jolivet. À retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Du Congo, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a laissé entendre qu'il pourrait être candidat à un 3e mandat. Mais pour cela, il faudrait modifier la Constitution après un référendum organisé auprès de la population. Le récit a signé TV5 Monde dans ce grand journal. Une conférence de presse aux allures de meeting politique. 3 heures de discours sans détour et à la fin une annonce très attendue. Je n'ai pas sollicité le 3e mandat, mais je vous le dis, si le peuple veut que j'ai un 3e mandat, j'accepterai. Pour cela, il faudra modifier la Constitution après consultation de la population par référendum, a-t-il précisé, car son 2e mandat s'achèvera en 2028, année durant laquelle la prochaine élection présidentielle doit avoir lieu, mais elle serait impossible à organiser si le conflit qui fait rage à l'est du pays venait à durer dans le temps. Si on ne peut pas terminer cette guerre, malheureusement, on ne pourra pas organiser les élections en 2028, mais ce ne sera pas parce que j'ai refusé de les organiser. Les ressources sont là, on peut le faire. Réaction immédiate de l'opposition. Deli Sesanga, président du parti En Vol, dénonce à notre micro les ambitions du chef de l'État. M. Tshisekedi s'évertue à chercher à prolonger le mandat à la tête du pays en instrumentalisant justement les souffrances de notre peuple. Nous en appelons à ce que tous les démocrates de ce pays puissent se mettre debout pour défendre la démocratie et l'ordre républicain. À 2000 km de là, à Bukavu, ville aux mains de l'AFC M23 depuis bientôt 1 an et demi, Mick Moutiki n'a pas manqué une miette du discours. Il n'en revient pas. Pour lui, la priorité, c'est le rétablissement de la paix dans le sud et le nord Kivu. Les gens qui sont ici, donc l'AFC M23, risquent de se dire qu'ils ne sont pas concernés avec cette constitution. Un pays ne pouvant avoir 2 constitutions, ce qui pour nous posera un sérieux problème existentiel pour notre pays. Aujourd'hui, une question se pose. Est-ce que le référendum proposé par Félix Tshisekedi pourra se tenir sur l'ensemble du territoire alors que l'Est est toujours en guerre ? Nous irons en Haïti dans ce grand journal. La situation sécuritaire en Haïti continue de se détériorer de manière alarmante. Selon plusieurs sources locales, des groupes armés identifiés comme les gangs, la Tibonite et Gang Griffe ont semé la terreur dans la ville de Dessalines.
berceau historique de la nation haïtienne, en incendiant plusieurs habitations et infrastructures. Écoutons les détails dans ce grand journal. Pitraille, Pombenoir, Jodi a crasé et puis un paquet de combat bail sous prétexte contre sécurité. Je profite publiquement pour me dire que merci pour l'humiliation salvaille de Saline. Pour la montrer français, je fais le job là. Il est en cool pour la France, là le fait, il a boulé le commissariat pays de Saline, Jean-Jacques de Saline, marchand de Saline. Là le fait de crasé caille côté de Saline dérité. Pour le cas du français, job là fait. Donc, ça signifie, une équipe mon fait pour faner ville marchand de Saline. Donc, ça signifie, là, on fait pour faner la crête à Pierrot. Et qui côté là, les pour la dire, job la fait, c'est la France. Non diffusé, mais merci. C'est dans le cadre de ça, moi-même, je tout à l'heure, je discuté avec les amis, et heureusement. Nous ne sommes pas ici. C'est des commandeurs qu'on nous mettait pour retourner dans l'esclavage. Et il y a tout petit bagage tout petit pour nous retourner en voie d'esclavage. Ou même, le président lui là, dit pas qu'à comprendre comment un gros pays ça veut retourner à l'esclavage encore. Malheureusement pour nous. Il y a une histoire d'ignorance, misère. On sait des petits messieurs qui ne vont jamais à l'école. Quand toujours nager dans la classe. On a prêté là pour nous tomber sentence. Ouais, c'est là, il a vu tout rond. Il a fait parti politique. Il a soi-disant de faire l'élection juste pour vivre de confusion. Eh bien, heureusement pour nous, nous pas en 1806, tant que j'aime te dire pour diable. Badjo, Coco intellectuel, Coco déguisé, qui pas de dimension pour comprendre qu'en plein 21e siècle, ou pas qu'à planifier tout le job pour tout le président, et puis il y a plagué téléphone Android dans la main, il y a plagué iPad dans la main, et puis même il y a communiqué avant. C'est base de données que moi fais, il y a planifié avant, puis il n'y a pas de trop de problèmes, pour arrêter. Mais ça me besoin nous connaître. Votre travail qu'a fait. C'est la fin de ce grand journal pour ce vendredi 8 mai 2026. Oui, c'est le week-end. Thanks God it's Friday. TGIF. Alors, avant de partir, couleur du temps pour ce vendredi. Température maximale pour aujourd'hui, 60 degrés Fahrenheit, environ 60 degrés durant l'après-midi, tandis que la minimale descendra à 44 degrés Fahrenheit durant la nuit. Le ciel sera majoritairement dégagé, le matin devenant partiellement nuageux au fil de la journée. Le risque de pluie est faible. Pendant la journée, environ 10 à 20%. Bien que les légères averses locales ne soient pas exclues en fin d'après-midi, les vents d'ouest souffleront entre 16 à 24 km par heure. Le taux d'humidité sera relativement bas, autour de 38%. Voilà, pour ce aujourd'hui, le soleil sera présent dans le ciel, le soleil sera à son zénith. C'est la fin de ce grand journal. Pour présenter le grand journal, Erlich Dorelas, depuis les studios de Swag Radio, dans la capitale des grandes écoles du monde. Swag Radio on air avec deux styles, Alexa Open, Swag Radio. Pour rester bien informé, P-News, info sans cassure, info sans bavure, info à la vitesse de la lumière sur WhatsApp et sur Facebook, P-News, votre référence en matière d'info. Brothers, Café Créole, le place to be pour une bonne cuisine haïtienne, allez au 299 Main Street Everett, chiffre le 617 294 14 25. Ouais, voilà.
c'est la fin de ce grand journal. N'oubliez pas de garder le sourire car ça rajeunit le visage. Et ce dimanche, de Zoom sur la chaîne 822 Comcast 1045 North Shore avec des contributeurs et des médias partenaires de Zoom. Et voilà, avec Erlich Dorelas à partir de 3h. N'oubliez pas de garder le sourire, ça rajeunit le visage. Au revoir. Bon week-end. Lundi. Au revoir.